pour un peu illustrer aussi la façon dont Peter Behrens fonctionnait, ce qu'il pensait ou la façon dont il voyait les choses, nous pouvons peut-être nous attarder quelques minutes sur l'usine Fajus, donc une fabrique de formes de chaussures. Qui existe encore ? Oui. D'ailleurs, du coup, on va peut-être rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que cette image de cette usine, ils peuvent également la retrouver sur mon site, Verena von Lichtenberg, donc sur la première page où vous pouvez cliquer sur le lien pour pouvoir suivre dans les grandes lignes les images auxquelles on fait référence. Et là, on est sur un bâtiment où la façade est devenue une façade en verre. La façade, le côté mur porteur constructif à l'extérieur, mais a disparu. Donc, en termes c'est magnifique, de concept, il avait un concept qui était absolument intéressant. Donc, vous pouvez la lumière partout, la lumière rentre partout. Donc cette image, vous pouvez la retrouver sur cette page. Pour le confort des ouvriers à l'intérieur, c'était quand même la lumière du jour, c'est quand même important, quoi. Tout à fait. C'est mieux que le néon, quoi. Et c'est là où on en revient à la poste de Otto Wagner, qui dans le centre avait... Il y a un puits de lumière. Toute la partie lumineuse, une toiture en verre, et pour le sous-sol, vers le sous-sol de la poste, où les pavés étaient lumineux. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas forcément parler purement que du Bauhaus, sans avoir parlé des personnes et des architectes comme Otto Wagner, Joseph Maria Olbricht ou Peter Behrens. Toujours parler de la genèse d'un mouvement. Tout à fait. Alors, j'ai essayé sur ma page d'être un tout petit peu chronologique pour que si vous l'ouvrez, d'où l'accès à travers ma première page web, pour que vous ayez un peu la chronologie de ces personnalités. Alors, sur cette usine façade donc en verre, est-ce que vous arrivez à observer la dimension, la forme des fenêtres ? Là encore, pour moi, ça me rappelle finalement des éléments qui m'ont beaucoup touchée et le carré qui a pu m'influencer. Les formes sont carrées, oui, bien sûr. Tout à fait. Derrière, après, vous avez... Même les angles sont carrés. Enfin, il y a l'angle là du bâtiment, donc il y a un carré et un carré à côté de l'autre. Oui, donc on est dans des éléments carrés. Les éléments porteurs donc, sont les poteaux à l'arrière de la façade, déconnectés de la façade, et à l'intérieur, les planchers sont libres. Donc là encore, un confort immense. D'ailleurs, pour le bien. Pour le bien. D'ailleurs, Otto Wagner, sur la Poste, à Vienne, c'est un bâtiment de 8 étages. Il n'y a pas de murs porteurs à l'intérieur. Les planchers sont construits de telle manière que tous les murs sont modulables. Encore aujourd'hui, c'est un bâtiment résolument moderne parce qu'on peut articuler l'aménagement de l'intérieur de ce bâtiment comme on le souhaite. Donc, et les fenêtres sont beaucoup plus grandes que les bâtiments qui ont été construits en général à cette époque. Donc là, la modularité que l'on recherche aujourd'hui est très importante Quand on dit la modularité, donc ça me fait penser au mot de Le Corbusier. Oui, effectivement. On y reviendra après. Effectivement. Alors, on revient en Bauhaus, donc on est bien parti là. Tout à fait. Et il y a tellement à dire je pense que notre émission sera bien trop courte aujourd'hui. On en fera une autre, il n'y a pas de problème. Donc, l'école du Bauhaus à Weimar, des mouvements politiques aussi,
pas forcément toujours très favorable à ce mouvement résolument moderne, un peu étrange probablement pour l'époque, et à un moment donné, financièrement, aussi pas mal de difficultés. Donc le Bauhaus qui, à un moment donné, quitte Weimar pour aller à Dessau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu comment ce Bauhaus a été organisé ou réfléchi. Donc il y avait cette volonté de passer par l'apprentissage, donc le côté apprendre le métier. Il y avait la apprenti, le Lehrling, d'avoir ce côté compagnon, donc Geselle, le côté de jeune maître du Jungmeister et du maître du Meister. Et d'ailleurs, dans le manifeste dans lequel on voit exprimer un peu les idées, en page de garde, on peut y retrouver une cathédrale gothique. Il y avait certainement, dans toute cette réflexion, une réflexion, je parle de maçonnique dans le sens d'artisanat et de transmission du métier sur sa logique. Les élèves qui entraient dans l'école du Bauhaus n'avaient d'ailleurs pas besoin d'avoir un diplôme préalable. Ils pouvaient entrer en tant que tel. Apprenti. Voilà, n'importe qui. Et c'était une école également ouverte aux femmes. D'ailleurs, qui à un moment donné a amené la problématique parce que toutes les jeunes filles cherchaient à s'inscrire dans cette école parce que résolument ouvert aux femmes, ce qui était atypique pour l'époque. C'était en quelle année ça ? Mais donc 1919. Voilà. Création. Quoi. Voilà. Le 4 décembre 1919. Et puis, surtout... Donc, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui étaient ouvertes aux femmes encore à l'époque. Très peu, et pas... L'école de médecine, je pensais que c'était avant encore, il me semble. Après, sur les différents métiers que l'on pouvait retrouver dans cette école, d'ailleurs, l'architecture y a été introduit que plus tard, pas à l'ouverture. À l'ouverture, vous aviez... Alors, à l'ouverture, avec qu'est-ce que... Vous aviez tout ce qui est photo, me semble-t-il, costume, danse, tissage, menuiserie, verrerie, métallerie. Et l'architecture a été introduite... C'est un peu comme une école, comme l'école Boulle, enfin, c'est une école, effectivement, résolument tournée vers... la formation appliquée plusieurs métiers, d'accord. Donc dans ces métiers. Et derrière, une fois entré dans cette école, il y avait une formation de base qui était tenue par Itten. Itten avait une façon de voir la chose, de prendre beaucoup... d'être beaucoup plus dans une réflexion spirituelle que, vous l'avez bien compris, que Walter Gropius, où on était dans le fonctionnel, dans le rationnel. Donc, sur cette première partie, il y a l'apprentissage des couleurs, des volumes, des mouvements, et c'est là où les jeunes peintres de l'époque avaient l'habitude de peindre des personnes qui étaient figées. Itten leur demandait de bouger et de dessiner le moment, la spontanéité, les choses capter qui le bougent, mouvement. de capter le mouvement, tout à fait.
Derrière, après, une fois la formation de base, qui de mémoire au début était qu'on pouvait réaliser sur 6 mois et par la suite, il fallait 1 an. Une fois cette formation de base réalisée, on pouvait aller plus loin dans les différentes formations. Alors donc, du coup, on avait le verre, la couleur, le tissage, le métal, le bois et la pierre. Ce qui est assez étonnant, c'est que le tissage était un atelier pratiquement réservé aux femmes. Alors, voilà, la partie métal, la partie bois et pierre, et même verre, on souhaitait... Sur les hommes. Tout à fait. Et pourquoi mais c'était des métiers masculins. C'était l'époque qui était comme ça. Et d'ailleurs, Gunther Stölzl, qui était une des élèves et qui par la suite a même enseigné à l'école du Bauhaus, sa fille a dit encore aujourd'hui, ou a formulé que sa maman avait exprimé le fait qu'on disait Wo Wolle ist ein Weib und sei es nur zum Zeitvertreib. Ça veut dire Là où il y a de la laine, il y a une femme, et ne serait-ce que pour qu'on ait un passe-temps. Donc la femme était rangée côté laine. Ok, d'accord. Comme passe-temps. Elle était rangée côté laine. Donc la femme avait le droit de faire de la laine. Les autres métiers étaient réservés aux hommes. Cela dit, nous avons des femmes dans le Bauhaus qui sont aussi connues pour la partie métal, comme Marianne Brandt, d'ailleurs, qui a réalisé... entre autres, une théière très très célèbre. Voilà, c'est un objet qui n'est pas démodé. Non, donc vous pouvez c'est un objet d'art, pas de problème. Vous pouvez retrouver également l'image de la théière dont nous faisons allusion sur la page web web que j'ai mis en ligne si vous ouvrez. Pour laquelle elle avait le droit d'aller dans la partie métal. Oui, mais c'était certainement pas évident de pouvoir accéder. Il fallait certainement se battre pour aller dans la partie métal. Alors effectivement, Marianne Brandt, qui était dans l'atelier de métal, n'était pas la seule femme qui a réussi à percer dans les ateliers un peu plus masculins. Vous avez également Alma Boucha avec donc c'est magnifique, tous ces petits jeux. D'ailleurs, un jour, il va falloir je réussisse Est-ce qu'on le retrouve, ça, trouver. D'après mes informations, on le retrouve encore. Donc pour nos auditeurs, je vous invite d'aller sur la page web dédiée à cette émission. Vous pouvez y retrouver des jeux d'enfants. Un jeu d'enfants, bateau, des cubes en bois, où l'on peut transformer ces jeux de cubes en différentes formes. Et je trouve ça magnifique aussi bien sur la forme, sur les couleurs. Ah oui, c'est... Donc réalisé par Alma Boucha. Donc tout ça, c'est déjà l'école du Bauhaus. Tout à fait. Donc Alma Boucha, dans cette partie bois. D'ailleurs, Alma Boucha était également où Alma Boucha participait fondamentalement à la réalisation de la maison Das Haus am Horn, qui a été réalisée donc en co-réalisation par différents architectes ou collaborateurs du Bauhaus. Et à l'intérieur de cette maison Das Haus am Horn, donc qui derrière a été ouvert pour une exposition dédié de manière intégrale au Bauhaus, donc tout ce qui est intérieur, extérieur, fonctionnalité.
Alma Pucha, elle a réalisé, co-réalisé ou réalisé la pièce pour enfants. Donc tout le mobilier de la pièce pour l'enfant. Et vous y trouvez un berceau absolument étonnant, avec des éléments triangulaires. Là encore, un élément résolument moderne. Même le bâtiment aussi. Tout à fait. C'est un brique en fait. Et très design. C'est ce qu'on voit ici, là aussi. Alors, ce que vous voyez, à ce que vous faites allusion, c'est Gropius avec Adolphe Meyer, qui d'ailleurs l'a succédé en tant que directeur de l'école et qui n'y est pas resté très longtemps parce que lui, il avait des opinions politiques qu'il cherchait à faire passer et les principes de l'école se voulaient de ne pas avoir d'engagement politique. Donc, à ce que vous faites allusion, vous y retrouvez également l'image sur la page web. Donc, quand vous rentrez sur Verena von Lichtenberg et en première page de garde, vous y trouvez le lien dédié à cette émission, vous trouvez cette image. Et cette image, c'est la représentation d'un des premiers gratte-ciel qui devait donc un concours où Walter Gropius et Adolphe Meyer avaient participé pour un gratte-ciel à Chicago pour un journal de mémoire. Mais ils n'avaient pas été retenus, étant trop modernes. Mais derrière, si on voit l'image ou la représentation en 3D vue de dessus avec ses couleurs bleu, rouge, blanc, jaune, oui. C'est encore même très moderne maintenant. Ce fut trop moderne, mais derrière, quelque part, au niveau des proportions, c'est très joli. Alors après, on peut aimer, on ne peut pas aimer. Il y a certainement des choses du Bauhaus qui peuvent paraître étouffants. Là, les images que je vous propose aujourd'hui, ce sont vraiment des images qui, elles, me sont très personnelles et qui m'ont beaucoup touchée. Et alors, Annie Albers? Oui, Annie Albers, elle a été donc dans l'atelier de tissage. De tissage, d'accord. Mais elle a fait quand même des... Tout à fait. Des créations magnifiques. C'était une étudiante donc, de Gunther Stölzl. Et elle est la première artiste féminine à pouvoir présenter ses œuvres au Museum of Modern Art de New York. Lors d'une exposition lui étant entièrement consacrée. Donc, Annie Albers, elle est partie donc aux États-Unis. D'ailleurs, elle a également été décorée docteur honorique pour le travail qu'elle a réalisé. Je vois pas pourquoi en fait on dévalorisait le tissage. Enfin, est-ce qu'on dévalorisait le tissage par rapport les hommes? Il y avait certains hommes qui disaient les femmes ne font que du tissage, donc. Mais alors en fait c'est quand même un travail très très important, enfin très conséquent. Effectivement. Alors il faut avoir l'œil, il faut pas faire n'importe quoi. De Annie Albers, je vous ai mis 2 images sur la page web. Une c'est ce sont des tissus murales. Très sobre aussi. La deuxième petite image, on peut s'imaginer très bien encore aujourd'hui à confectionner ou des vêtements ou à des ameublements avec ces tissus. D'accord. Après, effectivement, un autre enseignant dans cette école a été Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky, donc le peintre. Le peintre Kandinsky. Musicien aussi, il me semble. Pardon ? Il était musicien aussi, il me semble. Et effectivement, donc Kandinsky, à travers ses formes, une recherche d'expression de la forme et de la couleur. Et pour Wassily Kandinsky,
si à un moment donné, on s'intéresse à la couleur, c'est très, très intéressant de voir, de comprendre les théories qu'il formule sur la couleur, sur la psychologie des couleurs, la compréhension, la façon dont il voit les couleurs. Et d'ailleurs, il y a une chose à laquelle je suis très sensible et qui m'a toujours beaucoup amusée et passionnée, c'est quand vous avez des ronds, des triangles, carrés, que vous avez 2-3 éléments, de les positionner de telle manière à essayer de trouver des sentiments, des sensations. Une harmonie. Harmonie, mais déjà la pyramide, quand elle est positionnée de telle manière à ce que la base soit en bas, mais on est sur des choses ascendantes, on est sur des choses bien fondées, la pointe vers le bas, instable. Donc la façon de trouver l'équilibre, en fait, il faut qu'il y ait un équilibre. Tout aussi. à fait, de trouver comment exprimer la joie, la tristesse, la peur, d'essayer d'exprimer rien qu'avec quelques formes, des sentiments et des sensations. C'est vraiment quelque chose qui vous touche. Qui me touche, tout à fait. Nous sommes sur Kandinsky, et donc c'était un grand peintre. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Kandinsky, à un moment donné, donc de manière chronologique, Gropius a créé ou a renommé cette école pour créer le Bauhaus. Son confrère Maya a repris la suite de la direction. Derrière, donc, il y avait Mies van der Rohe, qui était le 3e directeur de l'école. Et vers la fin, lorsque d'abord l'école à Weimar, après à Dessau, il y avait négociation, fermeture et ouverture, voir comment pouvoir éventuellement d'ouvrir sur Berlin, parce que la Gestapo a cherché à... Ils ont fermé l'école. Voilà, on ne souhaitait pas avoir de cette école. Mies van der Rohe avait réussi à se battre de telle manière à ce qu'on à ce que cette école puisse être réouverte. Et la Gestapo avait formulé comme condition que Wassily Kandinsky, de par ses origines yiddish, donc juif russe, soit quitte l'école. Mais à ce moment-là, les choses donc allaient à contresens du souhait de cette école, et finalement elle a été dissoute à un moment donné. Dissoute, mais est-ce qu'elle est réapparue après ? Non, plus jamais. Plus jamais. Non. Donc le Corbusier en a fait partie. Alors le Corbusier. Parce que le Corbusier. Tout à fait. Peintre, architecte, suisse. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans le conseil d'administration, vous aviez conseil d'administration et dans le Kreis der Freunde des Bauhauses, donc dans le cercle des amis du Bauhaus, vous pouviez également trouver des gens comme Marc Chagall et comme Albert Einstein. Qui a été dans le conseil d'administration. Après, il y en avait d'autres comme Gerhard Hauptmann, mais Chagall et Einstein, ce sont des références, qui nous parlent. Oui. Et donc, Le Corbusier, quand on voit la conception on parlait tout à l'heure du modulor, c'était tout ce qui est modulaire, oui, Le Corbusier, on voit les intérieurs sont très modulaires aussi. Ouais. Alors, Le Corbusier, il y a une partie qui, certes, est très controversée. Sur mon site, donc, si je fais référence à Le Corbusier, ce sont des formes qui, pour moi, pour certaines, ont été élégantes. Après, forcément, on adhère ou on n'adhère pas. Il y a des choses qui sont peut-être moins élégantes dans la façon de faire. Mais sur mon site et sur la page web que je vous ai
préparé pour cette émission pour vous présenter quelques images. Donc vous trouvez la photo de Le Corbusier et vous trouvez 2 autres photos. Une d'une façade, d'une transparence. Donc c'est cette transparence-là qui c'est des façades de ce type-là qui m'ont inspirée. C'est la lumière. C'est pas tout à fait. C'est pas forcément l'œuvre de Le Corbusier dans sa globalité qui m'a touchée. C'est vraiment ces éléments ou alors éventuellement encore les éléments tels qu'ils s'imbriquent et qui s'articulent sur l'image de l'aménagement intérieur entre la fonctionnalité de l'île. C'est très fonctionnel. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter la cité radieuse à Briey, qui est en Moselle. Il a fait une grande cité radieuse. C'est la même qu'à Marseille, en fait. Et c'est vrai que c'est très fonctionnel à l'intérieur. Alors, surtout les grands appartements, surtout les appartements de 6 pièces. Je veux dire que pour se déplacer dans l'appartement, tout est bien conçu quand même. Hein. Et alors, ce qui m'a beaucoup étonné, et après j'arrête, c'est les balcons des appartements. Oui. C'est-à-dire que quand on est sur un balcon, à gauche, à droite, en haut, en bas, on ne nous voit pas. Chaque balcon, on ne peut pas voir l'autre, est individuel. C'est très bien conçu. Voilà. Donc, je laisse la parole à Verena. On a tellement à dire que mais quelque part, si on parle de la fonctionnalité de Le Corbusier, il faut parler aussi de la fonctionnalité que Alma Bouchard a parce que réalisé. Le Corbusier il est arrivé là parce que il y a eu tout ce qui était fait avant aussi. Donc c'est sa réflexion intellectuelle. Il a suivi le chemin en fait. Tout à fait. Hein, c'est ça. Tout à fait. Après, oui, s'il y a des choses qui m'ont particulièrement touchée dans cette période, pour lesquelles j'ai une affection vraiment très importante. C'est une période magnifique. Hein. C'est une période magnifique parce que c'est une période de création. Tout était permis. On pouvait essayer, on se trompait. Bon, quand on se trompe, après on refait. Tout était permis. Oui, c'est très moderne, hein, parce que. On voit là. Effectivement, c'est Miss Van der Rohe qui parce que vous montrez les images de Miss Van der Rohe. C'est quand même magnifique. Donc du coup, effectivement, sur le site là, on peut voir les 2 fauteuils ou 2 sièges que j'avais découvert étant petite lorsque nous avons visité le musée de l'architecture à Francfort, où j'étais devant ces sièges. Je suis persuadée que mes parents n'ont pas dû réaliser à quel point ces 2 fauteuils m'ont touché dans leur forme et fonctionnalité. Et s'il y en a un qui a très certainement réalisé des choses qui me touchent beaucoup, c'est Miss Van der Rohe. Et les bâtiments sobres, transparents, élégants. Et vous pouvez y retrouver les images dédiées. On fait la même chose maintenant, mais bon, ça date de quelle année ça, Voilà, ça date de l'époque du Bauhaus. Du Bauhaus, c'est-à-dire c'est ancien quand même. Tout à fait. Ouais. Et alors, Verena, oui. Donc, on va parler maintenant de Verena, peintre. Oui. Des expositions de peinture à venir, faites et à venir. Alors, oui, effectivement, vous avez mentionné certaines choses en introduction. Alors, si on fait parce que Verena est peintre, grand peintre. Si on fait aujourd'hui référence à l'architecture et mes inspirations à travers de cette architecture, oui, il y a peut-être une exposition dont on peut parler, on va en parler, oui. qui aura lieu en janvier 2021 sur Paris. 2021, donc sur Paris, rue Monsieur le Prince. C'est une exposition donc pas très grande en termes de surface, mais qui fait vibrer mon cœur. Et qui fera vibrer le cœur des spectateurs aussi.
Je pense. Effectivement, donc j'ai été invitée par la Société des poètes français, donc par le président Jean-Charles Dorges et vice-président Michel Bénard, ainsi que le vice-président Jacques François Dussautier, à pouvoir représenter, car j'y étais déjà présente, des toiles. Et nous avons souhaité formuler une exposition de telle manière à pouvoir découvrir la Société des poètes français, d'ailleurs, dont les membres fondateurs font partie de l'Académie française et des membres aujourd'hui encore. D'ailleurs, Michel Bénard, que je connais un peu plus, lui-même est lauréat de l'Académie française et chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc, formuler une exposition qui permet de voir qui permet d'ouvrir sur d'autres disciplines. Alors, lorsqu'on m'a proposé de faire partie de ce projet, nous avions discuté du fait si mes toiles allaient être accompagnées par un sculpteur, des sculptures, ou par des maquettes d'architectes. Alors, au vu de mon passé et de mon histoire, je pense que vous devinez rapidement on se tourne plus vers le monde architectural, même si effectivement le monde de la sculpture en fait aussi partie, mais les maquettes architecturales sont des sculptures à échelle réduite, mais réelles. Et là, j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que l'architecte Dietmar Feistinger, d'ailleurs, nous revenons de nouveau sur l'Autriche, Dietmar Feistinger, qui a réalisé la passerelle Simone de Beauvoir, donc sur Paris, qui est un ouvrage d'une élégance et d'une finesse, je dirais, absolue. Ouais. Vous n'avez pas de piliers et c'est comme un ruban ça se trouve, qui passe d'une rive à l'autre sur Paris, non loin de la piscine Joséphine Baker, Gare de Lyon, vers là-bas. Et Dietmar Feistinger, lui, a donc fait ses études d'architecture à Graz. L'école d'architecture autrichienne, structurée de telle manière qu'elle a un volet très constructif, la compréhension bâtiment et des œuvres, et le côté vraiment architectural d'expression. Donc, quand vous pouvez voir ces maquettes, elles sont d'une élégance, d'une finesse, mettant en valeur la structure essentielle. Donc, Dietmar Feistinger présentera ses maquettes. Mes toiles accompagneront ces maquettes. Et Sobi Boustani, donc un professeur de littérature arabe moderne, directeur du Centre de recherche Moyen-Orient et Méditerranée, directeur de l'Institut national des langues et civilisations orientales de l'INALCO, nous accompagnera avec des textes arabes modernes qu'il aura choisis en lien avec l'architecture. Donc, je tenterai de mettre également des images relatives à cette exposition. Donc, sur le site web que vous pouvez trouver. On va rappeler tout de suite le site web parce que l'émission va toucher à sa fin. Le site web, c'est Verena von Lichtenberg, VERENA, espace VON, espace LICHTENBERG. Donc ça, on tape sur Google. Vous trouvez le site. On trouve le site. Et puis, je tenterai également de vous mettre des informations sur il faudrait, oui, le réalimenter. De toute façon, on va bientôt se retrouver. Tout à fait. Avec l'architecte qu'on va inviter.
Avec plaisir. Moi, Avec plaisir. C'est tellement passionnant. Et puis là, ça passait très vite. On n'a pas encore parlé de tout encore. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à dire sur la structure même de l'école. On en a parlé un peu, mais il faudrait rentrer plus dans les détails, comment ils ont travaillé, le tissage. S'il y avait un mot de conclusion à dire, oui. C'est que effectivement, cette phase, cette époque a marqué toute la construction et le design, l'art que nous pouvons côtoyer aujourd'hui. Et une des premières grandes écoles qui ont fait rentrer les femmes pour y travailler, quoi. Enfin, voilà, pour Exactement. apprendre. Femmes qui sont souvent dont on ne parle pas assez en parlant de l'époque du Bauhaus. Ça c'est sûr, oui. Oui, on retient les grands noms. Les grands noms, mais bon, là j'ai découvert des grandes 4 femmes exceptionnelles, là, quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, l'émission touche à sa fin. Donc, on a reçu aujourd'hui Verena von Lichtenberg, donc qui est peintre d'art. Donc vous pouvez voir ces tableaux sont à Tokyo, Moscou, New York, galerie ou musée. Et puis qui est de formation architecte. Aussi également. Donc que nous réinviterons parce que elle est tellement passionnante que on a tellement encore à dire à se rencontrer. Et je vous souhaite, chères auditrices, chers auditeurs, de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt. Vous venez d'entendre le Libre Journal des Beaux-Arts dirigé par Michel Colombin, émission préenregistrée le 18 décembre 2019, diffusée sur Radio Courtoisie mardi 24 décembre de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.